Un signal géologique a brusquement dévié sous Somgand. Les mesures successives ont doublé d'amplitude, révélant une anomalie capable de bouleverser l'équilibre minéral du Sahel. Que signifie pour vous un tel basculement lorsque Ibrahim Traoré doit trancher? Le point de rupture commence ici. L'annonce venue de Somgandé n'a pas seulement déplacé les cartes géologiques, elle a redéfini la manière dont un pays entier se voit et se projette. La découverte d'une matrice diamantifère d'une ampleur inédite place désormais le Burkina Faso face à une responsabilité rare, où chaque décision peut renforcer l'autonomie autant qu'exposer de nouvelles vulnérabilités. L'enjeu premier réside ici, transformer une richesse soudaine en stabilité durable, un bénéfice qui exige méthode et retenue. Cette promesse silencieuse traverse les déclarations officielles. La ressource n'a de valeur que si elle nourrit les écoles, protège les communautés et préserve les équilibres régionaux déjà fragiles. Dans les villages comme dans les villes, les habitants comprennent que ce gisement n'est pas un raccourci vers la prospérité, mais un test de maturité collective. Les chancelleries étrangères, elles, perçoivent un autre risque, la modification des rapports de force dans le Sahel, zone où chaque avancée peut provoquer un déplacement stratégique inattendu. Le cœur du récit tient alors en une question. Comment gérer une découverte qui promet autant qu'elle exige? Deux faits précis ont émergé dès l'aube du 7 septembre, un relevé géologique affichant une anomalie multipliée par 2, puis la confirmation satellitaire d'une masse carbonée d'une densité jusque-là jugée impossible. Ces deux signaux, d'abord perçus comme un simple bug instrumental, ont servi de déclencheur silencieux au basculement d'un pays. Lorsque les ingénieurs ont consolidé les données, le récit s'est brutalement élargi. Il ne s'agissait plus d'une curiosité minéralogique, mais d'un noyau diamantifère susceptible de redéfinir les équilibres économiques du Sahel. Les premières images, réservées à un cercle restreint, montraient une matrice de carbone cristallisée dont la structure dépassait les modèles connus. Les équipes, partagées entre prudence et stupéfaction, ont aussitôt alerté les autorités. À cet instant, Ibrahim Traoré a été informé que le pays venait peut-être de franchir un seuil historique. Les heures suivantes ont fixé le cadre d'un récit plus vaste. Dans les couloirs techniques de Ouagadougou, les spécialistes débattaient du risque d'un emballement prématuré, tandis que le périmètre de Somme, Gandé, était sécurisé par étapes successives. Les vérifications croisées, spectrométrie, imagerie thermique, analyse de densité confirmaient toute la même direction. Le Burkina Faso devenait l'épicentre d'un phénomène géologique sans précédent documenté dans la région. Cette accumulation de preuves a immédiatement replacé le pays dans un espace stratégique inattendu. Les observateurs extérieurs cherchaient à comprendre l'étendue réelle du site, les implications économiques, les potentiels mouvements diplomatiques que pourrait provoquer une telle découverte. À l'intérieur du pays, l'atmosphère changeait déjà. Les radios communautaires, les milieux universitaires et les coopératives minières discutèrent des conséquences possibles sur la souveraineté, la gestion des ressources et la stabilité future. Dans ce moment suspendu, un élément s'imposait, la nécessité de transformer l'information brute en décision réfléchie. Et c'est précisément ce point, la transition entre données scientifiques et responsabilité politique, qui allait déterminer la suite du récit national. Lorsque les premières vérifications ont été stabilisées, un déplacement discret mais décisif s'est produit vers Somgandé. Au milieu des géologues, des militaires et des techniciens, la présence d'un homme s'est imposée comme fil conducteur. Un président observant plus qu'il ne parle, interrogeant plus qu'il n'affirme. Sur le terrain, Ibrahim Traoré ne cherchait ni l'effet d'annonce ni l'exaltation minière. Il scrutait la cohérence des données, la fragilité du sol, la logique des flux sismiques qui avaient précédé la découverte. Les ingénieurs décrivent un dirigeant attentif aux détails matériels, posant des questions sur la profondeur des carottages, la stabilité des couches et les marges d'erreur admises par leurs instruments. Ce rôle, habituellement réservé aux équipes techniques, prenait ici une dimension inattendue. Le personnage guide n'était pas seulement un chef d'État, mais un interprète, des implications concrètes qu'exige une souveraineté minérale naissante. Autour de lui, les premiers effets se faisaient sentir. Les villages proches avaient réduit leurs déplacements, les radios communautaires réorganisaient leurs programmes pour suivre l'évolution des opérations, et les marchés locaux connaissaient une forme d'attente silencieuse.
Les coopératives minières sollicitaient déjà des éclaircissements sur les règles futures, craignant autant la spéculation que la désorganisation. Dans les milieux académiques, l'apparition d'un gisement d'une telle singularité était perçue comme une opportunité scientifique rare. Géologues, physiciens et étudiants se mobilisaient pour proposer des modèles d'analyse, espérant contribuer à une compréhension collective de ce qui se jouait sous le volcan. Ce tissage d'actions, prudente, fragmentée, mais déjà structurante, donnait à la situation une coloration nouvelle. L'histoire commençait à quitter le registre de l'anomalie pour entrer dans celui de la transformation. Et la question essentielle demeurait: comment canaliser cet élan sans le laisser déborder? Tout commence à 7h12. Le capteur principal de Somgandé renvoie un signal compressé d'une amplitude inhabituelle. L'équipe mixte, encore en phase de routine, croit d'abord à une erreur de calibration. Mais la répétition du pic, identique à 3 mesures successives, déclenche le protocole interne d'alerte. La chaîne logistique se resserre autour du volcan, comme si l'infrastructure entière avait soudain compris que quelque chose venait de changer. À 8h30, le centre géologique de Ouagadougou reçoit un premier rapport. Les images thermiques indiquent une anomalie régulière, presque trop nette pour être un phénomène naturel ordinaire. Les analystes comparent les données aux modèles existants et ne trouvent aucune correspondance satisfaisante. L'écart est trop large, les marges d'erreur trop faibles. Un message codé est alors transmis vers la présidence, marquant la bascule de l'incertitude scientifique à l'enjeu stratégique. À 9h15, Ibrahim Traoré convoque une réunion restreinte. Les priorités sont définies en 3 phrases: sécuriser, isoler, vérifier. L'armée reçoit l'ordre de verrouiller les axes périphériques, de neutraliser les drones civils et de protéger les équipes techniques. Sur le terrain, les hélicoptères quadrillent la zone, projetant une ombre mécanique qui contraste avec le calme apparent du cratère. Rien n'indique encore l'ampleur future, mais tout suggère que l'événement dépasse la routine institutionnelle. L'après-midi marque un glissement brutal. Les carottages envoyés en laboratoire révèlent une densité anormale, répétée sur plusieurs échantillons. Les spectromètres affichent des valeurs qui obligent les équipes à relancer des vérifications indépendantes. La scène, décrite par les ingénieurs, tient de la stupeur méthodique. Chaque mesure ajoute une pièce à un puzzle improbable, mais aucune ne le dément. L'hypothèse d'une matrice diamantifère de taille exceptionnelle cesse alors d'être marginale. Le soir, les écrans d'Africa News diffusent les premières images. Un éclair minéral bleuté, capté par un géologue, devient le symbole visuel de la journée. La nouvelle se propage en quelques minutes, transformant un dossier confidentiel en événement transcontinental. Les marchés réagissent, les analystes tracent déjà des parallèles avec les virages énergétiques du siècle précédent. L'annonce publique agit comme un révélateur. Ce qui n'était qu'une anomalie devient une donnée géopolitique. Dans les rues de Ouagadougou, les foules s'agrègent spontanément. Les drapeaux surgissent. Les radios communautaires interrompent leur programme pour relayer les extraits du discours présidentiel. La formule de Ibrahim Traoré sur la responsabilité plutôt que la richesse circule rapidement, reprise dans les quartiers, les marchés, les villages voisins. L'euphorie reste mesurée, mais elle s'enracine dans la conviction que le pays vient peut-être d'entrer dans une nouvelle temporalité. L'onde de choc atteint les chancelleries. Washington demande une évaluation complémentaire. Pékin cherche des données satellitaires plus fines. Paris s'interroge sur les implications régionales. À Moscou, les experts évoquent une opportunité stratégique. Les interprétations diffèrent, mais un point converge. Le Burkina Faso occupe désormais une place imprévisible dans la carte minérale mondiale. Pendant ce temps, les coopératives rurales réorganisent leurs circuits. Les universités préparent des séminaires en urgence. Les équipes de sécurité élargissent le périmètre de surveillance. Les drones militaires, issus de programmes conjoints, décrivent un cercle constant autour du site. L'État renforce ses dispositifs pour éviter toute fuite ou manœuvre prématurée. Au terme de cette séquence, une certitude se dessine. Le pays n'a pas seulement découvert un gisement, il a ouvert une période où chaque geste compte, où chaque décision pèse. La ligne des événements n'est plus un simple enchaînement, elle devient la charpente d'un processus qui redéfinira le rôle du Burkina Faso dans la région et au-delà. Les premiers chiffres consolidés
ont constitué le socle rationnel d'un récit qui jusque-là reposait surtout sur la stupéfaction. Les équipes du ministère des Mines ont publié un rapport préliminaire décrivant la chambre magmatique du Somgandé comme un réservoir contenant 2,4 millions de tonnes de kimberlite diamantifère, une estimation issue des carottages profonds et des analyses croisées. Ce volume, comparé aux gisements traditionnels documentés en Afrique australe, créait un écart d'échelle inattendu. Le chiffre indique l'ampleur d'un potentiel qui dépasse les cadres antérieurs. Dans le même document, une seconde donnée a rapidement cristallisé l'attention. 6% de la roche serait industrialisablement exploitable, un taux qui contraste fortement avec la moyenne mondiale estimée à 2,8%. Cette simple différence, du simple au double, redéfinissait la perception des marchés internationaux et expliquait la frénésie des premières heures. Le pourcentage, apparemment modeste, traduit une rentabilité rare dans l'industrie minière. Enfin, les mesures de pureté obtenues lors des premiers carottages atteignaient un niveau comparable à ceux des régions de référence, telles que la Yakoutie et le Botswana, deux pôles historiques de la filière. Bien que ces valeurs doivent encore être confirmées, leur cohérence technique renforçait l'idée que Somgandé n'était ni une anomalie isolée, ni un mirage analytique. L'indicateur révèle une stabilité qualitative inédite pour une découverte récente. À partir de ces données, les équipes scientifiques ont proposé un cadre de lecture structuré. Comprendre d'abord la matière, puis définir les cercles d'impact institutionnels et économiques. Ce mouvement baseline delta, partir de la valeur brute pour mesurer l'écart produit par l'action, s'est imposé comme méthode centrale. Dans les réunions internes, les économistes décrivaient comment une simple augmentation de qualité ou de rendement peut modifier les flux d'investissement, les politiques d'exportation et les scénarios budgétaires. Les ingénieurs, eux, insistaient sur un point clair. Sans infrastructure adaptée, ces chiffres restent théoriques, incapables de produire une valeur réelle sur le terrain. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré a orienté le discours officiel. Plutôt que de se concentrer sur les montants potentiels ou sur les projections financières rapides, il a replacé les chiffres dans une logique de responsabilité. C'est ce qui compte n'est pas la valeur immédiate du diamant, mais la capacité du pays à transformer ces données en politique cohérente. Dans les jours suivants, les institutions internationales ont tenté de vérifier la solidité des estimations. Les variations observées sur les marchés, hausse puis stabilisation, reflétaient précisément la tension entre espoir et prudence. Les analystes cherchaient à savoir si les 3 chiffres clés du rapport préliminaire suffisaient à définir une tendance durable ou s'ils n'étaient qu'un instantané favorable. Pour le Burkina Faso, cette phase quantitative a servi de pivot. Les chiffres n'étaient plus des arguments, mais des balises permettant d'organiser les priorités. Sécurisation de la zone, formation des équipes locales, structuration des mécanismes publics de contrôle. Dans ce cadre méthodique, les données devenaient la grammaire d'une souveraineté naissante. Au final, la force de cette étape tenait moins aux valeurs elles-mêmes qu'à la manière dont elles ont été interprétées. Les chiffres ne faisaient pas seulement parler le sol, ils traçaient une trajectoire. Et cette trajectoire, si elle s'avère exacte, pourrait définir pendant longtemps la place du Burkina Faso sur la carte minérale africaine. 2 lectures opposées se sont imposées dès que la découverte de Somgandé a été validée. La première, défendue par plusieurs chancelleries occidentales et certains analystes financiers, considère que la maîtrise intégrale d'un gisement aussi singulier par un État sahélien pourrait fragiliser l'équilibre régional. Selon cette perspective, concentrer un actif stratégique dans un pays enclavé, soumis à des pressions sécuritaires persistantes, risquerait de provoquer une volatilité supplémentaire sur les marchés mondiaux. Les institutions internationales insistent sur la nécessité d'une gestion partagée, arguant qu'un modèle distributif réduirait les tensions et stabiliserait les flux commerciaux. Pour elles, l'enjeu n'est pas seulement économique, il s'agit de prévenir une éventuelle rupture entre partenaires historiques, rupture qui pourrait redessiner les chaînes d'approvisionnement et modifier les hiérarchies énergétiques du continent. Face à cette vision, une seconde thèse se déploie, portée par de nombreux pays africains ainsi que par les économistes burkinabés impliqués dans les premières analyses.
Pour ces acteurs, la souveraineté minérale n'est pas une menace, mais un rééquilibrage légitime après des décennies d'asymétrie structurelle. Permettre au Burkina Faso de contrôler pleinement le gisement reviendrait à corriger une dépendance historique, souvent marquée par l'extraction externe et le peu de valeur ajoutée locale. Cette position souligne que la stabilité régionale passe par la capacité des États africains à imposer leurs normes, à structurer leurs filières et à créer un cadre de gouvernance durable qui ne repose plus sur des interventions extérieures. Dans cette logique, le contrôle national n'est pas synonyme d'isolement, mais d'autorité nécessaire pour instaurer des partenariats équilibrés. Entre ces deux thèses, la réponse la plus solide émerge à partir des faits eux-mêmes. Les données techniques, les premières réactions populaires, la prudence institutionnelle adoptée depuis l'annonce. La découverte n'a pas entraîné de précipitation interne, et les décisions publiques reposent sur un principe de discipline plutôt que sur une logique de défi. Ce comportement institutionnel réduit la pertinence des scénarios alarmistes et valide partiellement la thèse d'une autonomie constructive. Ainsi, le débat ne se résout pas par idéologie, mais par observation. Jusqu'ici, la trajectoire réelle privilégie la stabilité et l'organisation méthodique, conditions préalables à toute forme de coopération ou d'ouverture contrôlée. Un pivot silencieux surgit. Au milieu des débats techniques et des projections stratégiques, un élément jusque-là resté secondaire a pris une importance décisive. La manière dont les États voisins réagissaient non pas à la découverte elle-même, mais à la façon dont Ibrahim Traoré en structurait la gouvernance. Ce glissement discret mais réel a modifié la dynamique régionale. Le gisement cessait d'être un actif isolé, il devenait un marqueur de leadership, un test de cohérence institutionnelle pour tout le Sahel. Dans les premières réunions transfrontalières, les délégations du Mali, du Niger et du Tchad ont exprimé un intérêt convergent pour un modèle de coopération fondé sur la maîtrise locale des ressources. L'idée se répandait. L'enjeu n'était plus seulement la valeur du diamant, mais la capacité d'un pays à définir ses règles, à construire une filière, à éviter la fragmentation qui avait freiné tant d'initiatives régionales. Ce changement de perspective surprenait les observateurs extérieurs, habitués à voir la région réagir dans l'urgence plutôt que dans l'anticipation. Ici, l'élan était inverse. Les capitales sahéliennes cherchaient à s'aligner sur une méthode plutôt qu'à contester une avancée. Le point médian du récit s'installait donc dans un nouvel équilibre, celui où la découverte minérale commençait à produire non pas des tensions, mais un début d'architecture politique inédite. L'annonce du Somgandé a rapidement quitté le terrain scientifique pour entrer dans celui des transformations concrètes. Les effets se sont déployés par cercles successifs, touchant d'abord les foyers, puis les entreprises, les partenaires extérieurs, et enfin l'ensemble du corridor sahélien. Cette propagation, progressive mais profonde, a structuré un nouveau paysage où la découverte n'était plus un événement isolé, mais une dynamique collective façonnant les priorités nationales et régionales. Pour les familles burkinabées, la première conséquence a été la création d'un fonds de souveraineté minière, alimenté par une part fixe des revenus futurs du gisement. Ce mécanisme a permis de lancer des chantiers ciblés, lycées techniques renforcés, programmes d'enseignement scientifique modernisés, unités de santé spécialisées dans les régions centrales. L'impact n'était pas tant financier qu'institutionnel. Les populations voyaient dans ces mesures une preuve que la ressource serait orientée vers la formation et la stabilité sociale. Dans les villages, les coopératives locales réorganisaient leurs circuits, espérant intégrer les futures chaînes de valeur. Les entreprises burkinabées ont été les premières à ressentir la mutation. L'État leur a accordé une priorité opérationnelle dans la logistique, la sécurité, l'ingénierie et la maintenance autour du site. Cette décision a provoqué une expansion rapide des jeunes sociétés technologiques, désormais sollicitées pour concevoir des capteurs, des logiciels de suivi et des outils de cartographie minérale. Pour elles, la gouvernance défendue par Ibrahim Traoré offrait une fenêtre rare. Non pas participer à la marge, mais devenir acteurs centraux d'une filière minérale souveraine. Cette montée en compétences progressait sans éclat, mais avec régularité. À l'extérieur, les réactions oscillaient entre prudence et curiosité. Les puissances régionales ou globales cherchaient à comprendre la doctrine émergente. La Russie, la Chine ou le Nigeria proposaient des partenariats encadrés,
tandis que l'Union européenne insistait sur les garanties environnementales. Les grandes multinationales, habituées à définir les paramètres, devaient désormais composer avec un pays imposant ses propres normes. Le nom d'Ibrahim Traoré circulait dans les analyses diplomatiques comme symbole d'un basculement, un État sahélien capable de fixer les conditions de la coopération. Le Sahel a ressenti la pulsation du changement. Le Mali et le Niger ont renforcé les échanges de formation, intégrant leurs ingénieurs dans les programmes pilotes du Burkina Faso. Plus au sud, le Togo et le Ghana envisageaient de relier leurs corridors logistiques afin de faciliter les futurs flux miniers. Le Somme-Gandé cessait d'être un point localisé. Il devenait un nœud stratégique réorganisant la géographie institutionnelle de la région. Cette résonance, inattendue au départ, soulignait la portée d'une gouvernance qui privilégiait cohérence et souveraineté plutôt qu'expansion immédiate. Au total, les retombées de la découverte n'étaient pas uniformes, mais elles converguaient toutes vers un même constat. Le pays se dotait lentement d'une colonne vertébrale économique et politique nouvelle. Ce n'était plus seulement le diamant qui façonnait les trajectoires, c'était la manière dont il était encadré, expliqué, maîtrisé. Et dans ce mouvement, la présence mesurée d'Ibrahim Traoré servait d'ancrage à une transition encore fragile, mais déjà structurante. À mesure que les données se stabilisent et que les mécanismes institutionnels se consolident, 3 trajectoires plausibles émergent pour les mois à venir. Elles ne sont ni prophétiques ni déterministes. Elles dessinent un éventail de possibilités fondées sur les dynamiques déjà observables, la discipline administrative et les réactions diplomatiques régionales. L'enjeu n'est pas d'annoncer l'inéluctable, mais de cartographier les conditions dans lesquelles le Burkina Faso pourra avancer dans la cohérence ou se heurter à des pressions contradictoires. Dans cette trajectoire médiane, les premières exploitations pilotes démarrent à cadence limitée. Les structures de contrôle sont affinées, les processus de traçabilité deviennent plus stricts et les équipes locales gagnent en expertise. Les partenaires régionaux soutiennent le cadre instauré, sans ingérence. Les tensions géopolitiques demeurent contenues, créant un environnement dans lequel le pays peut organiser sa filière sans rupture majeure. La croissance économique s'ancre dans un rythme modéré mais stable, porté par l'extension progressive des infrastructures. Ici, l'élan coopératif initié autour du Somme-Gandé se transforme en architecture régionale. Les États voisins mutualisent leurs ressources techniques, leurs programmes de formation et leurs corridors logistiques. Une gouvernance transfrontalière voit le jour, fondée sur un pacte de transparence et une répartition claire des responsabilités. Le Burkina Faso devient moteur d'une zone d'innovation minérale, attirant investissements africains, accélérant l'implantation de laboratoires et générant des emplois qualifiés. Ce scénario suppose une stabilité politique continue, un dialogue diplomatique fluide et une capacité partagée à repousser les tentatives de fragmentation. Dans cette hypothèse, les marchés mondiaux réagissent négativement à la fermeté du cadre burkinabé. Des pressions financières ou médiatiques apparaissent, accompagnées de tentatives d'influence pour modifier les règles du jeu. À l'intérieur, diverses sensibilités s'affrontent, partisans d'une ouverture rapide contre défenseurs d'un contrôle strict. Le risque d'isolement augmente, ralentissant les projets et contraignant l'État à prioriser la sécurité et la gestion de crise plutôt que la transformation structurelle. La progression économique se trouve freinée par la multiplication des arbitrages d'urgence. À travers ces 3 horizons, une idée domine. Aucun futur n'est prédéfini. Chacun dépendra de la capacité collective à préserver la cohérence institutionnelle, à maintenir un cap lisible et à transformer l'exception géologique en trajectoire durable. L'émergence du Somme-Gandé a quitté depuis longtemps le terrain des rapports institutionnels pour pénétrer dans la vie quotidienne. Les conséquences ne se lisent plus seulement dans les discours, mais dans la manière dont 3 cercles sociaux, A, B et C, interprètent et s'approprient ce moment. Ce déplacement du centre de gravité de l'État vers les individus révèle la profondeur d'un changement encore en cours. Pour les foyers, la découverte agit comme un levier d'attention renouvelé envers l'éducation scientifique. Les lycéens se tournent vers les filières techniques, encouragés par les ateliers scolaires et par les discussions quotidiennes sur la souveraineté minérale. Les parents voient dans cette dynamique une possibilité rare, offrir à leurs enfants des perspectives construites localement plutôt que de miser sur la migration ou les métiers de survie.
La transformation est lente, mais perceptible. Les marchés, les coopératives rurales et les associations locales cherchent à comprendre comment intégrer les futurs circuits économiques. Les radios communautaires organisent des débats, invitant géologues et enseignants à expliquer les implications du gisement. Ce groupe ne cherche pas l'euphorie, il veut la clarté, afin de pouvoir ajuster ses efforts, protéger ses revenus et anticiper les mutations de son environnement immédiat. Dans les universités, des laboratoires improvisés analysent les données publiées, tandis que la diaspora technique mobilise ses réseaux pour soutenir les formations émergentes. Ces groupes perçoivent un Somgandé comme une opportunité intellectuelle avant d'être économique, un terrain d'expérimentation où la science devient moteur de souveraineté. Leur engagement contribue à élargir l'horizon, reliant la découverte locale à une ambition continentale. Dans l'ensemble, ces réactions dessinent un mouvement commun, une population qui, loin des projections lointaines, tente de comprendre ce que ce tournant signifie pour sa propre trajectoire. La transition ouverte par la découverte du Somgandé ne peut produire ses effets que si elle s'accompagne d'une architecture opérationnelle claire. Le pays ne se trouve plus face à un événement, mais face à un processus, et ce processus exige une feuille de route capable de relier décisions politiques, expertise technique et participation collective. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un cadre méthodique commence à se dessiner, articulé en étapes successives, chacune dotée d'un responsable, d'un calendrier et d'un indicateur tangible. Dans les 3 prochains mois, l'objectif est de renforcer les capteurs, d'étendre le périmètre de surveillance et de formaliser les protocoles de traçabilité. Le succès se mesure par la réduction des intrusions et la fiabilité des flux de données. Un organisme autonome doit consolider les normes d'extraction, publier les registres de transactions et harmoniser les procédures. Le progrès se vérifie par la transparence des rapports et par la cohérence réglementaire d'un trimestre à l'autre. D'ici 6 à 9 mois, des programmes de formation spécialisés doivent être lancés avec un premier contingent d'ingénieurs en robotique minière. L'indicateur clé repose sur la certification des compétences et la création de prototypes locaux. Les recettes futures doivent financer 3 axes: école technique, unité médicale et infrastructure énergétique. L'avancement sera mesuré par les chantiers ouverts et par la montée en capacité des services publics. Un pacte de non-ingérence minérale et des corridors logistiques partagés doivent être formalisés. Le critère principal sera l'adoption de cadres communs et la tenue régulière de comités conjoints. En somme, la feuille de route n'est pas une ambition abstraite. Elle incarne la discipline nécessaire pour transformer un gisement en souveraineté concrète. Au pied de Somgandé, l'image reste gravée. Celle décrite par les ingénieurs lorsque Ibrahim Traoré s'était penché sur les carottages, observant la texture granuleuse d'une roche encore mal comprise. Ce geste simple, aperçu dans la poussière du volcan, est devenu le fil discret reliant l'ensemble du récit. Rien de spectaculaire, rien de cérémoniel. Seulement un regard attentif posé sur une matière dont dépendait désormais une part du destin national. Aujourd'hui, cette scène revient comme un rappel. Le pays avance parmi les incertitudes, mais il avance avec la même posture. Comprendre avant d'agir, mesurer avant de décider. Les communautés, les chercheurs et les travailleurs se sont appropriés cette attitude, comme si la prudence méthodique aperçue ce jour-là au sommet de Somgandé avait infusé jusque dans les villages et les campus. Le diamant n'est pas encore extrait, la filière n'est pas encore consolidée. Et pourtant, quelque chose a déjà changé. Le pays se regarde autrement, avec une conscience nouvelle de ses forces et de ses limites. Cette transformation silencieuse, plus profonde que les chiffres, trace une ligne intérieure que les vents extérieurs auront du mal à effacer, car au-delà du volcan demeure une idée simple. La souveraineté commence par un geste qui écoute. La découverte du Somgandé ne se résume plus à une anomalie géologique ni à une prouesse institutionnelle. Elle est devenue un espace de conversation collective. Dans les marchés, les universités, les quartiers périphériques et les villages, chacun cherche sa place dans ce tournant encore fragile. Cette diversité de voix, loin de fragmenter le récit, l'enrichit en révélant les attentes, les craintes et les élans d'un pays qui se redéfinit sans renier son ancrage. Pour que cette dynamique prenne corps, il importe que le débat reste ouvert, accessible et ancré dans l'expérience quotidienne. Suivre l'évolution du Somgandé, comprendre les choix publics,
interrogez les modèles proposés, autant de gestes simples qui permettent à chacun d'accompagner le processus plutôt que de le subir. Les institutions, elles, ne peuvent avancer durablement que si elles s'appuient sur une participation active, même modeste. Alors, une question demeure, sans exigence ni urgence. Quelle place souhaitez-vous prendre dans cette histoire en mouvement ? L'avenir du gisement, comme celui du pays, se construira aussi dans la manière dont chaque voix acceptera de dialoguer avec les autres. Vous souhaitez refaire une autre version, vérifier les mots ou ajuster un ton spécifique ?